Bonjour mesdames et messieurs, merci d'avoir pris place dans cette salle pour ce forum Les gens du voyage, bilan et perspectives de la loi Besson. Et donc merci à nouveau pour votre présence, preuve que le sujet présente une acuité qui ne se dément pas depuis l'adoption de la loi Besson il y a un quart de siècle. Ai-je besoin de rappeler que la loi Besson 2 du 5 juillet 2000 instaurait des règles d'accueil et d'habitat pour les populations itinérantes. Aujourd'hui, les élus, en particulier les maires, les présidents d'intercommunalités sont d'accord sur un constat. La situation ne s'améliore pas comme l'avait prévu le législateur, notamment parce que les installations illicites sont toujours aussi nombreuses. Dans ce contexte, comment améliorer les dispositifs? Comment trouver ces indispensables points d'équilibre en ne perdant pas de vue que dans ce dossier, droits et devoirs se font toujours face? Alors ce forum sera articulé autour de deux séquences. Lors de la première, nous allons parcourir l'évaluation de la politique publique menée depuis 25 ans. Autour de moi, ou plutôt face à moi, ont pris place Agnès Bourget. Bonjour madame, vous êtes maire de Rezé, en Loire-Atlantique. Francis Kamal, vous êtes monsieur maire de Gien, dans le Loiret. Vous êtes également président de la communauté de communes giennoise. Je ne pensais pas trébucher, mais je l'ai fait. Dominique Rimbourg, qui va se mettre là. Vous êtes président de la Commission nationale consultative des gens du voyage. Et Philippe Aloncle, qui lui est bien face à moi, et qui est préfet, et qui est président du groupe de travail sur l'accueil des gens du voyage. Il y a également Patrick Bondu, Delebarre, pardon, maire de Bondu. Vous êtes coprésident du groupe de travail gens du voyage de l'Association des maires de France. Et tout à l'heure, vous interviendrez bien entendu dans les deux séquences, mais vous conclurez également ce forum. Et à vos côtés a pris place votre coprésident, puisque vous êtes de fait deux. Il est maire de Libourne et c'est Philippe Buisson à qui je vais confier la parole immédiatement pour introduire ce débat. Merci beaucoup. Je ne refais pas les salutations, mais très heureux d'être à vos côtés pour introduire un débat qui est très important pour les maires, les élus locaux. Je salue nos partenaires du quotidien, la police, la gendarmerie, et qui est, vous l'avez dit, un des irritants les plus permanents de nos mandats, et les plus insupportables pour nous et les plus insupportables pour la population. Je saluais l'initiative de l'Association des maires de France d'avoir souhaité réfléchir pour essayer d'améliorer cette législation, porter un regard lucide sur l'évolution des lois Besson et éventuellement leur évolution. Et c'est là où Patrick Delbarre conclura, et je le salue tout particulièrement, c'est bien entendu dans ce groupe de travail, mais j'ai moi-même une approche qui est peut-être un peu plus, comment dire, j'ai envie de pragmatisme, d'évaluation effectivement des politiques publiques, mais y compris de poser la question, moi qui suis plutôt un homme de sensibilité de gauche, enfin clairement un homme de sensibilité de gauche, de se dire, 25 ans après les lois Besson et un ministre pour lequel j'ai beaucoup d'affection, faut-il pas les détricoter et les repenser? Ce que je veux dire par là, c'est que cette table ronde, ce groupe de travail que nous avons porté, et je salue les collaborateurs de l'AMF qui nous ont accompagnés, il y a deux possibilités. Soit une adaptation, on regarde si on peut
mieux pénaliser les vols d'eau, l'occupation du domaine public, les agressivités, les incivilités dont parfois les élus locaux sont eux-mêmes la cible. C'est important, mais je pense que cette réunion ne doit pas uniquement être un témoignage d'incivilité dont on a, qui borne notre quotidien chaque jour ou chaque semaine. Ma position, qui n'est pas celle de l'AMF aujourd'hui, mais c'est de se demander si les lois Besson, en ce qui concerne, et vous avez abordé que cette question d'ailleurs, les gens du voyage qui sont de voyage que de nom, qui sont la plupart du temps sédentarisés ou semi-sédentarisés. Je ne parle pas donc des grands passages. Là, les grands passages, c'est une problématique très spécifique. Est-ce qu'on doit aujourd'hui continuer à avoir une loi d'exception pour des concitoyens qui sont français, qui n'ont plus de carnet du voyageur depuis quelques années et qui, finalement, pourraient être traités autrement avec l'humanité qui s'impose. Et là-dessus, il n'y a aucun sujet en ce qui me concerne, en tout cas. Mais froidement, de se dire pourquoi nous sommes encore dans une loi d'exception. C'est assez original, d'ailleurs, dans la législation française. Loi d'exception. Quand il y avait le carnet des voyageurs, on voyait bien pourquoi. Quand il n'y a plus le carnet des voyageurs avec des gens du voyage qui sont rattachés et domiciliés sur une commune et qui finalement se sédentarisent, bon, ce sont des gens qui demandent finalement à être logés, hébergés sur un territoire sur lequel ils sont nés. Ils vont assez peu en Camargue, en vérité. Hein. Bon. Le deuxième sujet que j'ai envie d'aborder comme ça immédiatement, c'est la question de l'objectivation du problème. Je regarde un préfet, je salue les représentants des ministères de l'Intérieur, etc. Personne ne sait en France quantifier le nombre de gens du voyage. C'est-à-dire qu'on a une loi, on veut adapter la loi, mais on ne sait pas quantifier le problème. Ça aussi, c'est assez amusant. Je l'ai parfois partagé avec des législateurs. C'est ni l'INSEE, ni le ministère de l'Intérieur, ni la DIAL ne sait dire à 200 000 près combien sont les gens du voyage en France. On les estime à 300 000. On les estime, et ce sont sur les sites officiels du ministère de l'Intérieur et de la DIAL, entre 250 et 400 000. Ah, c'est-à-dire une ville comme Bordeaux. Ça veut dire que, à la limite, si je pousse le trait, c'est les schémas départementaux qui nous obligent, potentiellement, ne règlent pas le problème. Et donc, légitimement, il y a des campements illicites. On ne sait pas. On ne sait pas si c'est légitime ou pas légitime. On sait que nos aires d'accueil ne sont pas 100% pleines. On sait pour quelles raisons d'ailleurs. Mais voilà. Donc, c'est vrai qu'avec Patrick Dalbar, nous aimerions, au moment où il y a eu des initiatives parlementaires ou des initiatives gouvernementales qui ont été prises au cours des 6 derniers mois et puis qui, pour les raisons que chacun connaît, n'ont pas été au bout, au moment où c'est un sujet qui peut percuter les campagnes municipales et donc intercommunales, mais avec pragmatisme, c'est-à-dire sans xénophobie. Vous voyez, c'est pas Yaka Faucon, on les met ailleurs. Ça ne peut pas être ça non plus, la finalité d'une motion de l'AMF, et en tout cas, je ne la partagerai pas avec vous non plus, j'en suis sûr. Froidement, c'est regardons peut-être comment on peut réfléchir à faire évoluer les lois Besson, pas uniquement par l'adaptation de la sanction, par exemple, ou de la prévention. Non, c'est est-ce que les lois Besson aujourd'hui sont encore d'actualité? Merci beaucoup. Et c'est surtout pour répondre à ces diverses questions, différentes questions que vous venez de poser dans votre intervention. Eh bien, nous pourrons le faire à travers la deuxième séquence. Mais pour l'heure, pour l'instant, nous allons parler un peu de l'historique, du bilan de ces 25 dernières années. Je me tourne donc vers Agnès Bourget, qui est
la maire de Rezé, comme je l'ai dit il y a quelques minutes. Vous me disiez, lorsque nous avons préparé votre intervention, que nous avons préparé ce forum, c'est une loi qui est juste, mais la politique est inachevée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là? Bonjour à toutes et à tous, merci. Moi déjà, je voudrais commencer par cette phrase de Simone Veil. Le refus de l'exclusion est au cœur du pacte républicain. Et je pense que l'idée de cette loi, c'était bien justement d'éviter l'exclusion des voyageurs. Alors oui, la loi existe, mais force est de constater aujourd'hui qu'une bonne partie des communes ne la respectent pas. Donc déjà, respecter la loi, ce n'est pas une option, ça fait partie de notre pacte républicain. Donc une fois que j'ai dit ça, moi je peux parler de l'exemple de Rezé. Donc nous à Rezé, nous avons depuis maintenant plus de 50 ans des voyageurs qui sont pour certains effectivement sédentarisés, mais pas tous. Donc on est bien sur la question aussi de notre adaptabilité au mode d'habiter la ville. Il y a des voyageurs qui sont sédentaires sur terrain privé, mais moi ce qui me choque quand même, c'est qu'aujourd'hui la caravane n'est toujours pas reconnue comme habitat, ce qui pose un certain nombre de difficultés. Quand les voyageurs achètent des terrains, par exemple, ils ne peuvent pas. Il y a des questions de réglementation sur l'urbanisme. Donc tout ça n'est pas prévu par la loi. Et pour moi, ça m'interroge. Nous, on travaille avec les services régionaux itinérants qui font un travail immense auprès de la population des voyageurs pour l'éducation des enfants, ces inscriptions dans les écoles, pour le suivi. Il y a vraiment un vrai travail. Et l'idée n'est pas de gérer une catégorie, mais bien de gérer des personnes. Et en commençant par le faire avec eux. C'est-à-dire, pour adapter la loi, il faut déjà entendre la parole des voyageurs. Monsieur Delbar, je vous ai vu réagir quand Madame Bourget parlait de la caravane comme... J'acquiesce tout à fait. Simplement, la loi dit habitat des gens du voyage, mais c'est vrai que cet habitat n'est pas reconnu comme un logement au sens de la loi. C'est-à-dire pas d'APL, pas d'aide sociale, rien de tout ça, hein, alors qu'ils y habitent et que c'est leur logement. Francis Kamal, donc maire de Gien, de la même façon, vous dites des avancées sur cette loi Besson, mais c'est quand même pas très simple à faire appliquer. Non, effectivement, loin s'en faut. Aujourd'hui, le constat, 25 ans après, c'est que, certes, les schémas départementaux sont opérationnels pour bon nombre d'entre eux, mais c'est loin d'être suffisant. Et puis, moi, je partage ce que a dit Philippe Buisson juste avant, et un peu moins ce que ma collègue maire de Rezé a dit. Moi, je pense qu'effectivement, à un moment donné, il faut se poser la question du choix de ce mode de vie de nos amis de la communauté des gens du voyage. Et je suis maire d'une commune de 13 000 habitants, président d'un EPCI de 25 000, et on a une particularité, c'est qu'on reçoit chaque année un rassemblement, le plus grand rassemblement de France, qui est organisé par la communauté des gens du voyage, et en particulier l'association Vie et Lumière, et on a entre 25 et 40 000 gens du voyage qui viennent pendant 3 semaines sur le territoire de la communauté de communes. Lorsqu'ils sont présents dans le cadre de leur convention, il n'y a pas de difficulté majeure parce que c'est plutôt bien encadré. On a la chance d'avoir le ministère de l'Intérieur et les forces de sécurité qui, bien en amont, nous accompagnent sur ce projet. Mais c'est tout ce qui se passe avant le problème. Et comme le disait Philippe Buisson, la plupart des gens du voyage aujourd'hui sont sédentaires. C'est-à-dire qu'ils ont soit un terrain, soit une habitation n'importe où en France, et ils se déplacent pour aller de convention en convention, d'événement en événement. Donc, moi, je pense qu'il faut être peut-être un peu plus dur, un peu plus ferme sur ces périodes de transition entre leur habitat, c'est-à-dire leur habitat dit sédentaire, et puis le lieu où ils viennent en pèlerinage ou autour de séminaires. Donc, et c'est là-dessous il faut être particulièrement ferme. Deuxième point sur le schéma départemental des gens du voyage. On a créé, à la demande du législateur, sur le territoire de la communauté de communes que je préside, une aire de grand passage qui a coûté 1,5 million d'euros, 800 000 euros pris en charge par la collectivité.
800 000 euros pris en charge par la collectivité. Dans une période où l'argent public se fait de plus en plus rare, où nos budgets sont contraints, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter. C'est-à-dire que c'est plus aux collectivités de porter seules, alors seul j'exagère un petit peu, mais les investissements en lien avec l'accueil de cette population qui, comme l'a rappelé Philippe Buisson, oscille entre 200 000 et 450 000. Dans un pays où on est 65 millions. Donc voilà, je voudrais juste recontextualiser un petit peu et voilà. Mais vous dites, si je comprends bien, et vous n'êtes pas le seul, que la population, le format représenté par cette catégorie, les gens du voyage, eh bien les problèmes posés sont beaucoup plus importants que leur représentation démographique. Absolument, absolument. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. On a évidemment tous des droits, mais on a aussi des devoirs. Et lorsque on choisit un mode de vie ou un environnement particulier, eh bien, il faut se donner les moyens de pouvoir le vivre pleinement et de l'assumer. Et ce n'est pas forcément toujours à la puissance publique de répondre à cela. Et quand Philippe Buisson dit « mais peut-être qu'il faudrait détricoter la loi Besson », je partage complètement. Et je pense qu'il faut retravailler un peu ces sujets en lien direct avec la réalité d'aujourd'hui, la réalité de nos territoires. Mais généralement, et ça je vais la poser à plusieurs personnes, la question, mais généralement, l'élu, il se tourne vers la puissance publique très facilement. C'est un réflexe. Alors, l'élu se retourne vers la puissance publique, mais l'élu est directement concerné par la problématique des gens du voyage. Est-ce que c'est à l'élu local, est-ce que c'est au maire ou au président de PCI d'avoir à gérer l'accueil, c'est une question, hein, c'est une question très ouverte, à avoir à gérer l'accueil de la communauté des gens du voyage? Tout le monde veut répondre, mais j'avais bien précisé que c'était une question collective. Madame la maire, ou Madame le maire, comme vous voulez, Madame la maire, et puis messieurs les coprésidents ensuite, et ensuite le représentant de l'État. Oui, moi je voudrais réagir à ce qui a été dit. Moi, je voudrais rappeler déjà ce que j'ai dit en préambule, qu'il y a beaucoup de communes qui ne respectent pas la loi. Donc déjà, ça pose un problème, et que quand on regarde les aires d'accueil, elles sont surpeuplées, mal situées, souvent près de sites où nous, on n'irait pas vivre. Donc je pense que là où je vous rejoins, c'est qu'il faudrait déjà pouvoir quantifier cette population des voyageurs de manière à adapter nos schémas départementaux à la réalité. Je pense qu'il faut aussi rétablir le rôle de l'État. Non, nous ne sommes pas les seuls, nous, élus locaux, nous ne pouvons pas porter tout seuls cette question de l'accueil. Et cet accueil, il doit être digne. Parce qu'on l'a dit, ce sont des habitants de notre pays, au même titre que les autres. Et ils doivent être traités dignement au même titre que les autres, tout en s'adaptant à la façon dont ils ont choisi de vivre. Et donc l'État doit reprendre son rôle, peut-être créer un fonds pour l'accueil et la médiation, et puis garantir une cohérence entre le droit et la réalité. Parce qu'à partir du moment où les collectivités restent hors la loi, je ne vois pas comment on va pouvoir leur demander à eux d'appliquer la loi. Alors non, c'est pas simple. Non, quand on est élu local et qu'on nous appelle parce qu'il y a une intrusion sur notre stade, ce n'est pas simple. Mais si cet accueil était partagé et si toutes les communes étaient respectueuses de la loi, ça faciliterait déjà grandement les choses. Donc, Monsieur Delbar, Monsieur Buisson. Quelque chose de très court, mais ça, oui. Monsieur Agon, que je suis obligé de dire que la loi Besson indique que l'État, la loi indique que l'État va financer les grands passages, les aires de grand passage. Or, pour des raisons qui sont propres à l'État, le financement des aires de grand passage ne se fait plus depuis quelques années. Il faudrait vraiment que ça soit à nouveau repris, parce que pour nous, c'est trop lourd, beaucoup trop lourd. Oui, quelques mots complémentaires, parce que moi, je pense que c'est probablement aux collectivités locales, en tout cas aux côtés de l'État, de se charger de continuer à accueillir cette population. Je ne dis pas l'inverse. Je dis que simplement les aires de grand passage, les aires d'accueil sont stigmatisantes, ne sont pas la plupart du temps dignes, sont des endroits où la République ne rentre pas,
quand on parle de séparatisme, franchement, une aire d'accueil des gens du voyage, c'est un cas d'école. Et les gens du voyage ne veulent pas y aller, et la population ne comprend pas pourquoi il y a une aire de gens, une exception pour. Donc, ça ne répond de manière satisfaisante à personne. Le législateur a pensé à une option, une alternative. Ça s'appelle les terrains familiaux locatifs, TFL, qui permettent justement de sédentariser les gens du voyage, de l'inscrire dans un schéma d'urbanisme plus intégré, plus acceptable pour la population, de conserver d'ailleurs un mode hybride d'habitat en dur et de conserver la caravane à proximité. Et finalement, pour l'avoir testé un peu sur le territoire du Libournais, le Libourne c'est en Gironde, franchement, ça ne pose pas un problème énorme. Simplement, les collectivités, moi compris, ne nous sommes pas appropriés ce dispositif. Et l'État le finance que trop peu. Et les sociétés d'HLM n'y viennent pas. Donc on n'a pas d'opérateur sur l'organisation des terrains familiaux locatifs. Et je pense que l'une des options serait, sur les territoires qui le souhaitent, qu'on puisse expérimenter la disparition des aires d'accueil au profit de TFL, c'est-à-dire qu'on garde la population, éventuellement on l'adapte, mais on n'a plus ces zones de non-droit que sont les aires d'accueil des gens du voyage. Alors vous avez parlé du législateur. Tout à l'heure, l'un de ses représentants est là parce que la députée de la Moselle, Madame Colin Osterlé, interviendra dans quelques minutes et parlera effectivement en tant que député. Monsieur le préfet, vous avez été, au travers des interventions précédentes, on peut apostropher. Qu'est-ce que vous répondez ? Je réponds tout d'abord que je partage le constat des élus, c'est-à-dire que la loi Besson, mais alors il y a deux choses. La particularité, c'est que l'État et les collectivités ont des rôles peu différents. C'est-à-dire que la loi donne à l'État le rôle de garantir le mode de vie de ces gens, hein, c'est même un principe constitutionnel, et de garantir le bon ordre public. Grand 1. Grand 2, l'accueil, l'aménagement, la gestion des aires d'accueil relevait dans un premier temps des communes et maintenant des EPCI. Donc, vous voyez, l'articulation n'est pas simple. Et c'est vrai que le législateur prévoyait aussi que l'État peut intervenir par subvention pour financer la création, l'investissement d'aires de grand passage, ce n'est plus le cas depuis des années, d'aires d'accueil, c'est toujours le cas, et de terrains familiaux locatifs. C'est vrai. Après, on peut toujours estimer que l'apport de l'État n'est pas suffisant. Ça, c'est autre chose. Mais sur le principe, déjà, la première difficulté, c'est celle-là, responsabilité partagée. Et deuxièmement, c'est vrai que pour les collectivités, la tâche n'est pas simple parce que ce sont des investissements qui coûtent cher, des investissements qui coûtent cher et la gestion coûte cher aussi. Simplement, ce que je voulais dire pour objectiver tout ça, c'est que c'est vrai, depuis 90, on pourrait dire les communes, les collectivités ont eu le temps de réaliser schéma. Ce n'est pas le cas pour des raisons qu'on connaît tous. Et je vais vous donner 2-3 chiffres rapides pour les taux de réalisation, parce que dans chaque département, vous avez un schéma départemental qui a été réalisé, qui est de la responsabilité des conseils départementaux. Ça, c'est très bien fait sur le papier, sauf que les prescriptions qui sont dans ces schémas ne sont pas réalisées. Et donc pour les aires d'accueil, qui sont les aires qui accueillent à l'année les gens du voyage, on a un taux de réalisation de 76%. Donc vous voyez, 34 000 places sont prescrites, il n'y en a que 26 000 qui existent. Sur les aires de grand passage, ça c'est pendant l'été seulement, vous avez un taux de réalisation encore plus faible, 66%. Et enfin, mais ça c'est pour 2-3 mois de l'année, et les terrains familiaux locatifs, où là effectivement tout le monde s'accorde à dire que c'est l'avenir, parce que ça permet aux gens du voyage de s'installer en famille et donc de disparaître, entre guillemets, de mieux s'intégrer au milieu des populations. Ces terrains familiaux locatifs ne sont réalisés qu'à hauteur de 20%. Donc voilà l'effort à mener pour l'avenir, mais il y a du travail et la répartition des responsabilités n'est pas simple. Je donne la parole à Dominique Rimbourg. Je vous ai présenté tout à l'heure. Vous êtes ancien parlementaire et vous êtes président de la Commission nationale consultative des gens du voyage. Alors, comment lisez-vous ces 25 dernières années ? Eh bien, je les lis de la même façon que
les lit Monsieur le Préfet à l'oncle. C'est-à-dire qu'en 25 ans, la loi n'a pas été appliquée complètement. Elle a le mérite d'exister, elle a le mérite d'être un effort de pacification dans les relations entre les sédentaires et les gens du voyage, mais pour autant, les chiffres de M. Allongue, je les partage, et au total, il n'y a que 12 départements qui ont réalisé la totalité des prescriptions mises à leur charge par le schéma départemental. Donc la première des choses, c'est quand même d'appliquer la loi, et je crois que pour l'appliquer, il faut faire vivre les schémas départementaux, et il faut que partout, il y ait un pilote qui s'occupe du schéma départemental, de le mettre en application, d'essayer de coordonner. Nous avons l'expérience d'un certain nombre de territoires. Je pense notamment à l'Ille-et-Vilaine, je pense au Maine-et-Loire, je pense au Puy-de-Dôme, des territoires dans lesquels il y a une intervention, et cette intervention vise à gérer les déplacements, mais pas que les déplacements, aussi l'installation, aussi des questions qui sont très, très importantes, la scolarité, la santé des gens du voyage. Donc, nécessairement, il faut mettre en œuvre les schémas. Par ailleurs, je partage complètement l'idée que les terrains familiaux locatifs sont une réponse à une demande qui n'est pas une demande de sédentarisation au sens propre, mais plutôt une demande d'ancrage de gens qui veulent que leurs enfants aillent à l'école, mais que par ailleurs, ils conservent, peut-être pour des raisons sentimentales, mais aussi pour des raisons économiques, la volonté de pouvoir se déplacer, principalement l'été, notamment pour répondre à des demandes de travaux. Dans les grands déplacements que j'ai, dans les grands rassemblements, je suis allé à Gros-Tanquin, et bien, dès l'instant où les vendanges commencent, aussitôt, le grand rassemblement commence à se vider doucement. Et je pense que ça doit être la même chose à Nevoy, même si je ne l'ai pas vérifié. Je vais vous donner la parole, mais le temps court très très vite. Je veux demander d'abord à deux grands témoins que nous avons conviés. Tout d'abord le général Mirabeau, qui, vous l'avez vu tous, représente la gendarmerie, où il est sous-directeur de l'emploi des forces. Vous aussi, vous êtes, entre guillemets, des acteurs de ce dossier. Et quelle lecture en avez-vous? Quelle lecture depuis, justement, ce quart de siècle que nous évoquions et que nous évoquons depuis le début? Bonjour, oui, effectivement, c'est sans doute une des plus anciennes missions qui associe le maire aux gendarmes. Et en tout cas, on le voit bien, c'est une mission dans laquelle moi je retiens trois choses, c'est-à-dire qu'on a d'abord un effort de médiation, d'écoute, d'échange à avoir, de négociation parfois, agréable, moins agréable, mais c'est toujours le cas et je crois que c'est comme ça qu'il faut l'aborder. Après, la question de la procédure qui est à engager, en rappelant bien quelles sont les limites, quelles sont les conditions de cette procédure, parce que je crois que là aussi, il faut être très clair, on est dans un état de droit et il faut faire avec les procédures qui sont à notre service, à notre disposition, même si on pourra en parler pour ouvrir, sans doute qu'il y a des choses à faire évoluer. Et puis enfin, dernièrement, c'est la dernière étape, mais qui est en réalité l'étape qui est la plus rarement mise en œuvre, qui est celle de l'intervention. Et ce que je dis toujours, l'intervention, c'est un rapport de force. On peut toujours le créer, le rapport de force. C'est notre métier. Je crois que la gendarmerie, avec l'élu, est capable de tenir bon, sous la direction aussi du préfet, d'avancer. Et pour autant, si vous évacuez un terrain, il faut savoir où partiront les voyageurs. Si c'est pour aller le remettre et recréer le problème dans la commune d'à côté, je crois qu'on a globalement rien réglé. C'est un verre à moitié plein, ce bilan, ces 25 années, me disiez-vous, Olivier Dimpre. Vous êtes, vous, contrôleur général de la police nationale et vous êtes directeur interdépartemental de la police nationale dans le département des Yvelines. Donc, voilà, j'ai commencé par ce que vous m'aviez dit récemment, un verre à moitié plein. Pourquoi ? Oui, tout à fait. Enfin, j'entends toutes les difficultés que les maires avec lesquels je travaille depuis très longtemps rencontrent, notamment pour se mettre en conformité avec ces schémas départementaux d'accueil et avec la loi Besson. J'ai suffisamment de cheveux blancs pour avoir connu l'avant-loi Besson et de voir comment elle est mise en œuvre maintenant depuis 25 ans, pour pouvoir vous dire, effectivement, il y a eu quand même des progrès, il faut quand même le reconnaître. Donc le verre, il faut quand même regarder les choses positivement. Il est déjà à moitié plein. Après, je partage l'avis de mon camarade de la gendarmerie, parce qu'on est confronté aux mêmes difficultés. Quand il vous dit à la fin que quand on fait une évacuation forcée, il faut savoir où est-ce qu'on les envoie, parce que le jeu, pour nous, policiers, c'est de les envoyer chez les gendarmes, et inversement. C'est souvent un peu comme ça que ça se passe, mais en tout cas, on est capable de se parler et de traiter la difficulté. Mais tout ça pour vous dire qu'à partir du moment où nous, policiers ou gendarmes, sommes obligés d'intervenir, c'est que tout ce qui doit être fait en amont, c'est-à-dire l'application de la loi, le travail de médiation, le contact au quotidien
avec cette communauté qui est particulière, avec ses fonctionnements particuliers et parfois singuliers, a échoué quelque part. Et donc, nous devons, d'offrir des solutions en appliquant les textes qui sont mis à notre disposition, qui sont des solutions avant tout pragmatiques. Et donc, on peut accompagner à la fois dans la prévention, ce qui nous semble important, nos référents sûreté qui accompagnent beaucoup d'élus, de collectivités pour essayer de trouver les meilleures solutions en termes d'aménagement, qui sont effectivement là aussi des solutions qui peuvent s'avérer onéreuses. Mais après, dans l'intervention, de toujours trouver ce nécessaire équilibre entre l'application de la loi dans sa pureté, mais également, je vais dire, les principes de réalité auxquels on est confronté. Mais on en parlera tout à l'heure. La loi, un certain nombre de choses peuvent encore évoluer, mais avant de réfléchir à cette question-là, sommes-nous bien sûrs que les textes qui sont mis à notre disposition sont complètement utilisés et complètement appliqués? Et là, je pense qu'on a encore, en tout cas pour nous, police nationale, quelques marges de progrès et que nous sommes en capacité d'accompagner les élus au quotidien sur ces sujets. Merci beaucoup. Agnès Bourget, vous vouliez absolument, dis-je, réagir. Je précise que dans 1 minute 30, Madame Osterley, qui doit partir à 16h30, interviendra. Je vois une main se lever. Alors je précise qu'à la fin des 2 séquences, vous pourrez poser pendant une vingtaine de minutes toutes les questions que vous souhaitez poser et que ce dossier vous inspire. Je vous remercie. Madame Bourget. Je vais faire très vite, mais déjà, on ne peut pas limiter la question des gens du voyage à une question de stationnement. C'est vraiment une question de volonté politique, d'équité et de courage. Et puis nous, à Rezé, on a des terrains familiaux, on a un groupement d'intérêt économique et on a une aire d'accueil. Et moi, je me refuse à dire que mon aire d'accueil est un lieu de non-droit. C'est faux. J'y vais. D'autres élus y vont, les services y vont. Ce n'est absolument pas une zone de non-droit. Donc on ne peut pas généraliser en disant les aires d'accueil sont des zones de non-droit. Interrogeons-nous avec la population des gens du voyage sur ce dont ils ont besoin. Parlons médiation, parlons accompagnement, parlons scolarisation des enfants, parlons santé. Mais moi, je trouve qu'on ne peut pas prendre le problème en se disant ce sont des zones de non-droit. Interrogeons-nous sur là où on les met déjà. Qui a donné la parole à M. Delbar, qui m'a promis très court. Oui, c'est juste parce qu'on parle de TFL, de terrain familial locatif. Pourquoi c'est bien pour les gens du voyage? Parce qu'en fait, dans le mot terrain familial, il y a famille. Le groupe familial, c'est la base des gens du voyage. Donc pour eux, c'est très important de pouvoir se retrouver en groupe. Et la deuxième chose, c'est de se pouvoir avoir un terrain que lorsqu'ils vont faire le Tour de France, s'ils y reviennent, il est toujours là parce qu'il est affecté à la famille. Donc là, le TFL est un vrai mixte très intéressant dans la situation actuelle des gens du voyage. Merci beaucoup. Donc, Madame Osterley, je viens de vous donner le micro. Les élus, comme vous d'ailleurs, se sont exprimés. Les élus de terrain, vous en êtes aussi une. Je vais donc, pendant une petite dizaine de minutes avant votre départ, vous poser un certain nombre de questions. Vous avez été membre pendant quelques semaines d'un groupe de travail auprès du ministre de l'Intérieur. Sous le haut patronage de M. Alloncle. Absolument. Et qu'est-ce qui en est sorti? Déjà, peut-être faire une petite réflexion par rapport à tout ce que j'ai entendu. J'ai beaucoup entendu parler de PCI, de communes qui ne respectaient pas leurs obligations. Moi, je suis élue de Metz depuis 25 ans, élue métropolitaine. Nous respectons totalement nos obligations. 5 millions d'euros ont été investis pour donc l'aménagement de ces aires de grand passage, aires d'accueil. C'est un budget de 640 000 euros annuels d'entretien, évidemment abondé par quelques milliers d'euros supplémentaires pour répondre aux dégradations annuelles également, enfin lors de chaque passage. Pour autant, alors que nous sommes complètement en règle, cela n'empêche en rien les occupations illicites. Voilà, et ça, je crois qu'il faut quand même le dire, parce que j'ai beaucoup entendu parler là de communes et de PCI qui ne respectaient pas leurs obligations. Le fait d'être complètement conforme aux prescriptions légales n'empêche pas les occupations illicites. Et effectivement, moi, je voulais juste finir, parce que j'ai été élue un 9 juillet. Je crois que le 12 juillet, j'étais appelée par un maire d'une commune de 500 habitants qui avait 200 caravanes qui avaient débarqué sur un terrain de football, et avec des dégradations énormes. Donc nous vivons ça sans arrêt. C'est vrai que j'ai interpellé
le ministre de l'Intérieur lors d'une question au gouvernement. Et ça a déclenché, si je puis dire, la mise en place d'un groupe de travail. Mais en février dernier, vous aviez déposé une proposition de loi déjà. Oui, mais c'était dans ce qu'on appelle une niche un peu technique, mais une niche parlementaire Horizon. Et nous avons été victimes de l'obstruction de certains groupes politiques qui ont déposé des centaines d'amendements et ça n'a pas pu aller au bout. Mais pour autant... aujourd'hui, donc, nous avons ce groupe de travail qui s'est réuni pendant plus de 3 mois, qui a auditionné les représentants des associations gens du voyage, et puis qui était composé de 16 parlementaires, sénateurs, députés. Et il en a débouché, on a débouché sur une proposition de loi qui a été déposée 12 novembre dernier, qui est donc... il y a 3 co-auteurs, si je puis dire, de groupes parlementaires différents, et donc qui a été déposé à l'Assemblée nationale et qui devrait être validé en fin de semaine. Parallèlement, parce que je veux dire, tout n'est pas du ressort du législatif. Il y a aussi des tas de mesures qui relèvent du pouvoir réglementaire. Une circulaire d'ailleurs qui est sortie en juillet dernier, circulaire du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et de François-Noël Buffet, très intéressante parce que effectivement elle demande au préfet d'avoir des décisions assez homogènes, si je puis dire, sur l'ensemble du territoire, mais je pense que monsieur le préfet, vous y reviendrez. Des décrets qui sont également en attente, et puis donc 23 mesures donc, qui sont les conclusions finalement de ce groupe de travail, avec des mesures législatives qui visent d'une part à renforcer les sanctions, parce que c'est bien ça aussi le sujet. C'est ça le sujet pour les maires et c'est ça le sujet pour les particuliers et pour les riverains. Donc renforcer les sanctions, renforcer le pouvoir des préfets et également inciter pour les maires effectivement qui n'ont pas encore répondu à leurs obligations, les inciter à le faire en prenant en compte dans le quota de logements sociaux imposés par la loi SRU, eh bien, les aires d'accueil permanentes. Voilà, donc c'était. Ça, ce sont les principales mesures. Les principales mesures. Je ne vais pas toutes vous les détailler. Non, bien entendu. Elles seront donc de toute façon visibles dès la semaine prochaine. Mais surtout, ce que l'on voudrait, c'est que le gouvernement s'empare de cette proposition de loi, l'inscrive à l'agenda sur les semaines du gouvernement et que ça puisse être effectivement débattu très vite. C'est une copie initiale, c'est la copie initiale qui sera amendée certainement et enrichie. Mais en tout cas, elle apporte, je crois, de vraies réponses. Mais cette PPL, cette proposition de loi, peut-elle être transpartisane? Mais on espère toujours que ça le devienne. En tout cas, aujourd'hui, il y a déjà, j'allais dire, c'est ce qu'on appelle le socle commun. Mais en tout cas, ce sont des parlementaires du socle commun qui la soutiennent. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et nous terminons, il n'est pas encore tout à fait 16h30. Oui, monsieur Rimbourg. Oui, trois remarques. C'est une intervention très intéressante parce qu'elle illustre une vraie cause d'irritation. La ville de Metz est en règle, mais elle souffre... Metz, excusez-moi. Elle souffre d'une difficulté, c'est que le département autour ne l'est pas. Il devrait y avoir 6 terrains de grand passage, il n'en a que 2. Et en conséquence, quelqu'un qui est en règle souffre du fait que les autres ne jouent pas le jeu. Et là, je crois qu'il y a quelque chose à faire. Et les voyageurs voyagent. Ce qui veut donc dire 2 choses, c'est que, 1, l'idée de se référer à la loi SRU est une bonne idée, et dire que ça doit valoir, les places doivent valoir place SRU, mais la loi SRU, elle a prévu quelque chose, et si l'on parle d'augmenter les sanctions, ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse aussi à les sanctions prévues par la loi SRU en cas de défaut, en cas de mauvaise volonté. Parce qu'il ne s'agit pas de frapper n'importe qui, mais en cas de mauvaise volonté. Et 3e remarque, c'est que s'il y a un effort, et que notamment il y a des communes qui acceptent de domicilier dans leur CCAS des gens du voyage, à ce moment-là, il faudrait qu'ils soient comptés comme habitants et que ça majore la dotation générale de fonctionnement de façon à ce que cet effort de la commune il soit pris en compte et que ça soit abondé financièrement. Réaction de M. Delbar. Oui, comme une loi déposée dans une semaine, Madame, l'AMF est tout à fait prête parce qu'on travaille beaucoup. Dans notre groupe de travail AMF, on a eu l'occasion, on a été invité par Monsieur le ministre de l'Intérieur à participer à 1 ou 2 réunions.
mais un peu frustré. Un peu frustré de ne pas pouvoir aller plus loin et de porter la parole des maires, parce qu'on a largement de quoi dire. Personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toutes les propositions qui ont été faites par les députés et sénateurs. Certaines sont très honorables et très efficaces, d'autres moins. Et il y a encore bien d'autres affaires que les praticiens que nous sommes peuvent apporter à la loi et à la réglementation. Donc à votre entière disposition pour bosser. Hein. C'est ce que je vous disais, hein, c'est une première copie et qui, voilà, moi je suis tout à fait à votre disposition pour en discuter, pour enrichir la copie initiale. Super. Monsieur le préfet à l'oncle. Simplement rappeler aussi que dans cet exercice où l'État et les collectivités se disent il faut faire plus, il ne faut pas oublier non plus les gens du voyage. Les gens du voyage. Et un des grands axes, c'est de les responsabiliser. C'est-à-dire que, leur faire sortir de l'esprit que rien n'est gratuit et qu'il faut payer quand même, et s'ils ne payent pas, être éventuellement évacués. Hein. Donc là-dessus, les associations ont bien entendu le message. Je pense que ça ne marchera aussi que si les gens du voyage eux-mêmes se comportent, ce qui est le cas en général, mais néanmoins, quand on regarde des études qui ont été menées sur des dégradations d'air, la DIAL avait mené une enquête flash sur 5 ans, et il est avéré qu'il y avait de très nombreuses aires qui étaient dégradées avec des coûts significatifs. Donc c'est une cause aussi hein, du fait de l'absence d'investissement parfois. Vous discutez avec un certain nombre d'associations, 4-5, représentatives des gens du voyage. Oui, tout à fait, et qui sont prêtes qui entendent ce message et qui sont prêtes aussi, éventuellement, sur les aires d'accueil, à signifier aux prescripteurs que l'État est, de baisser parfois les normes pour rendre les terrains plus facilement, moins coûteux, vous voyez. Donc il y a vraiment des pistes. On n'est pas dans des postures hein, où les gens du voyage attendraient tout. Non, ils comprennent que l'heure est venue aussi, à leur tour, de s'engager et d'être plus responsables. Permettez-moi de vous demander... Est-ce que je peux juste ajouter quelque chose, juste enchaîner, parce que moi, ça m'a beaucoup surpris quand on a auditionné les associations représentant les gens du voyage, les entendre nous dire que souvent, les aires d'accueil étaient d'un standing trop important par rapport à leurs besoins et qu'il fallait redescendre en standing. Donc, il faut les entendre le dire. Moi, j'étais très étonnée par cela. Donc, voilà, effectivement, moi, je pense qu'il faut aussi responsabiliser tout le monde. Et je crois que nous avons vraiment des propositions intéressantes dans cette proposition de loi, mais à votre disposition, bien sûr. Merci. Et votre intervention permet de faire le pont avec la deuxième table ronde ou la deuxième séquence. Quelle évaluation de la politique publique pendant... Non, je crois que c'est le contraire, c'est l'avenir plutôt, pardon. Je reprends mon document de départ. Quelle perspective pour la loi Besson? Mais pendant qu'il y a ce petit changement au premier rang d'interlocuteurs, je voudrais, monsieur le préfet, que vous nous disiez concrètement, vous nous donniez une définition que peut-être tout le monde ne maîtrise pas. Qui sont les gens du voyage? Quelle catégorie? Écoutez, c'est la loi Besson qui les définit dans son article 1. Ce sont des personnes dont le mode de vie est l'itinérance. Voilà. Il n'y a pas d'autres critères. L'habitat mobile. Donc, c'est ce qui rend la chose un peu fluide. Vous voyez, n'est-ce pas, le concept un peu fluide. Mais les gens du voyage se reconnaissent. Ils considèrent, à juste titre, qu'ils ont une tradition, une histoire. Mais néanmoins, la loi ne les définit pas par leurs origines. Ce sont des gens qui ont la résidence mobile comme mode de vie. Nous a rejoint François Froment, qui est maire de Vineuil. Fromet. F-R-O-M-E-T. Décidément, c'est pas grave. Je suis fâché avec les noms. J'espère que vous me pardonnerez. Bien sûr. Je disais ce matin à une collaboratrice de l'AMF que parfois il m'arrivait de me tromper sur les prénoms. Alors là, c'est sur le nom de famille. J'en suis vraiment désolé, le prénom, ça a déjà été fait. Vous êtes maire de Vineuil, donc c'est dans le département du Loir-et-Cher, et c'est une commune de 8500 habitants. Aujourd'hui, et là aussi, je reviens sur la conversation que nous avons eue avant cette table ronde. Vous m'avez dit, pour éviter que nous ne servions trop longtemps d'amortisseur, ceux qui usent, eh ben, il faut faire quelque chose. Faire quoi? Tout à fait. Écoutez, voilà, j'ai écouté les propos des uns et des autres. Je m'y retrouve.
effectivement, la loi Besson doit être revue. Et je vais vous faire part de mon expérience, effectivement, au niveau de ma ville. Et je retrouve un petit peu tous les éléments, les ingrédients là, dont on nous a fait part. Donc Vineuil, première ville sur la première couronne, donc la deuxième ville de la communauté d'agglomération, où on a à peu près 7-8 installations de gens du voyage sous différentes formes, c'est-à-dire des maisonnettes, des terrains de location et une aire d'accueil. Alors pour commencer, globalement, donc révision de la loi Besson, effectivement, il faut que les plans départementaux soient à jour. Et quand ils sont établis, effectivement, il faut faire respecter les plans départementaux. Je pense que dans le centre du Loir-et-Cher, le plan départemental est bien respecté. Dans le sud, un petit peu moins. Et dans le nord du département, pas du tout. Donc, il faut savoir que les gens du voyage cherchent à s'installer généralement en première couronne des grandes villes pour avoir, je dirais, un certain nombre de services. On a une aire d'accueil qui est gérée par la communauté d'agglomération. Je suis aussi le premier vice-président de l'agglomération de Blois, 110 000 habitants, en charge des finances. On a 3 aires d'accueil sur le département. Et donc, ce qui m'ennuie chaque année, c'est de rétablir, comment dirais-je, de réparer les aires d'accueil où c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros qu'il faut investir. Donc là, effectivement, la forme des aires d'accueil sous la forme d'aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu dépassé. Je partage les propos qui ont été donnés. Mais de votre expérience que vous venez de décrire, pardon, oui. Vers quoi faut-il aller? Eh bien, il faut aller, ça a été suggéré, effectivement, vers des terrains familiaux. Hein, pour ceux, voilà. Moi, j'ai des cas, parce que les gens restent famille par famille, c'est important. Du locatif, il n'y a pas besoin de monter des maisonnettes parce que nous, on en a fait sur un terrain familial 5 maisonnettes avec un bailleur, Solia, c'est revenu à 140 000 € la maisonnette, donc c'est hors de prix. Même si on a un petit peu de DETR, ça ne boucle pas le budget. Donc je crois effectivement qu'il faut installer famille par famille. Et là, la proposition de loi, effectivement, faire une loi parallèle à la loi SRU, article 55, là, pour les logements sociaux, serait une bonne chose. Reconnaître effectivement que tous ces terrains entrent dans le quota des logements sociaux, hein, ces terrains des gens du voyage. Je crois qu'il faut répondre à la demande, il faut respecter la vie de ces gens-là, répondre à la demande, mais une fois que les collectivités, avec l'État, etc., ont répondu à la demande, ça a été dit tout à l'heure, il y a les droits et les devoirs, et effectivement, il y a le devoir de respecter les installations. Ce n'est pas toujours le cas sur les aires d'accueil, c'est trop onéreux. Donc voilà, et moi pour rappeler sur ma commune, voilà, j'ai 7-8 installations, les enfants vont à l'école, les familles sont séparées, des installations licites ou illicites, voilà, ils ont acheté un bout de terrain et sont installés. Je ne régularise pas au niveau du plan local d'urbanisme, mais enfin ça se passe bien, c'est l'essentiel, les enfants vont à l'école, certains bossent un petit peu et ça se passe bien. Vous demandez la parole, M. Delbar, mais je rajoute une question, faut-il s'orienter vers la sédentarisation? Vous voulez que je réponde à ça tout de suite? Écoutez, de toute façon, c'est eux qui peuvent à la limite décider de leur vie quand même. Je n'ai pas décidé à leur place. Certains d'entre eux font des études, en ont marre de la vie, sont malades, ont des parents très âgés et font à un moment donné de leur vie le choix de la sédentarisation complète ou effectivement de se retrouver en cocon familial. Et c'est vrai que le terrain familial locatif, on y revient, c'est la remarque que je voulais faire. La loi Besson, lorsque ce terrain a existé, nous avons insisté pour qu'elle rentre dans les quotas SRU, de loi SRU. On y était presque, c'est-à-dire qu'on disait, dans un terrain familial de 5 caravanes double essieu, donc 5 familles, eh bien, ça fera 5 logements locatifs sociaux supplémentaires, puisqu'ils sont aux normes du logement. Enfin, ils sont équivalents et non pas logement social. Donc on disait, ça pourra faire 5 logements sociaux. Sauf que on est revenu là-dessus. Et l'État, enfin, je veux dire, le législateur est revenu là-dessus et on considère qu'un terrain familial, donc 5 familles, sont un équivalent logement social. Un logement social, un terrain. Moi, je trouverais normal que s'il y a 5 familles dans ces terrains, on les considère comme étant 5 logements équivalents SRU. Et ça serait une incitation à les faire. Mais justement, vous parliez, oui, monsieur le maire, de la loi SRU tout à l'heure. Vous considérez-vous que c'est un modèle? Mais bien sûr. Juste pour ajouter, les gens du voyage sont demandeurs de terrains familiaux. Sont demandeurs.
Donc je crois qu'il faut s'engager dans cette voie. C'est-à-dire que tous les élus, vous pensez qu'ils sont vraiment demandeurs, les gens du voyage? Oui, j'en témoigne, je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que les élus, les gens du voyage souhaitent effectivement sortir des aires d'accueil pour s'inscrire dans un schéma, entre guillemets, plus républicain, venir sur des terrains qui sont sans trop forte typicité. Je voudrais rajouter une observation à ma connaissance. Et peut-être que, monsieur le préfet, vous allez me démentir, mais la problématique des gens du voyage est une exception française. Les gens du voyage, il y en a partout en Europe. Eh bien, de ce que j'ai pu regarder, et je crois qu'on ne travaille pas suffisamment sur cette question, il n'y a pas de problème, excepté sur les grands passages, mais il n'y a pas de législation ailleurs en Europe spécifique pour les gens du voyage. Les gens du voyage sont intégrés dans la population. En Allemagne, en Belgique, en Angleterre, en Grande-Bretagne plutôt. Et c'est assez intéressant d'avoir ce regard aussi, puisque les gens du voyage, objectivement, ne sont pas tous charentais, vous voyez ce que je veux dire. Mais je reviens sur quelque chose, parce que vous avez été nombreux à l'évoquer, et vous, monsieur Buisson, maire de Libourne, vous avez été le premier à le dire lors de votre intervention liminaire. Pourquoi faut-il une loi d'exception? Oui, il y a un moment donné, la loi d'exception, c'était des gens d'exception, puisqu'ils avaient un carnet du voyageur. Donc c'était une population qui était exceptionnelle dans la grande famille de la République. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et donc, ce qui est incroyable, c'est que le législateur ne nous dise pas, à partir du moment où il n'y a plus de législation exceptionnelle pour identifier une partie de notre population, ce sont des concitoyens, point barre. Et donc, il n'y a plus d'exception, il n'y a plus une législation d'exception. Et cette évolution, elle est passée à travers mailles. Et pourtant, les collectivités, elles domicilient. C'est-à-dire que ces populations doivent se domicilier désormais. Elles sont rattachées à une commune. Ça aussi, c'est une évolution législative qui date depuis les années 2000. Et donc, on a une population qui est absolument rattachée fiscalement, domicilalement, sur l'éducation, sur le droit de vote, la fiscalité, ce que vous voulez. Ce sont des gens qui n'ont plus d'identité exceptionnelle. Monsieur Rimbourg, vous êtes président depuis 2015 de cette Commission nationale consultative des gens du voyage. Donc vous êtes un observateur actif. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Eh bien, il faut répondre à cette question de l'habitat. Il faut trouver un moyen d'habiter. Et Monsieur le maire a raison. C'est-à-dire qu'on se dit, mais pourquoi ils sont pas comme... pourquoi le droit commun ne s'applique pas? Alors, c'est l'effort qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a mis fin à la loi de 69, on a mis fin au carnet de circulation, et ça s'est fait en 2017. On pourrait se dire, mais pourquoi ces gens qui sont là, pourquoi ne vont-ils pas dans les terrains de camping? Mais il ne faut pas oublier que dans tous les terrains de camping, c'est marqué interdit aux caravanes double essieu, ce qui veut dire en réalité interdit aux gens du voyage. Donc on a les relents d'une espèce de ce qu'on appelle l'anti-tziganisme. Et ça, ce n'est pas complètement réglé. Donc on pourrait effectivement penser à ouvrir un peu plus les terrains de camping. Et ça pourrait être une des solutions. Mais en l'état actuel des mentalités, ça me paraît quand même relativement difficile. Donc, il y a une législation particulière qui est issue du passé. Il faut essayer de rentrer le plus possible dans le droit commun et responsabiliser et essayer de créer des interlocuteurs, des associations de gens du voyage qui soient des interlocuteurs avec lesquels on peut discuter. Et tout le monde pense que ça, c'est nécessaire. Je connais les interlocuteurs et il y a des interlocuteurs qui sont parfaitement responsables. Et puis ça permettra d'une part de favoriser la scolarisation, de favoriser la santé. Ça permettra aussi d'isoler au sein de la communauté ceux qui se comportent mal et qui devront être mis à l'écart par la communauté elle-même. Oui, mais ça, c'est pas si simple. C'est assez compliqué, mais il ne faut pas que, comme tout groupe humain, ils protègent ceux d'entre eux qui ne sont pas qui ne se comportent pas correctement. Et ça, c'est une évolution qui est nécessaire. Dans cette évolution de la loi, monsieur le préfet,
on entend dire, et je crois qu'on l'a entendu tout à l'heure, il faut renforcer le rôle du préfet, ses pouvoirs. Non, renforcer, c'est un ensemble de mesures parce que les élus, les maires, les parlementaires souhaitent plus de sanctions, parce que c'est dissuasif. Donc les sanctions, elles passent par le volet judiciaire, pénal. Il y a eu des mesures qui ont été proposées par le groupe de travail, notamment faire en sorte que les véhicules tractant les caravanes leurs propriétaires soient beaucoup plus pénalisés, avec des oppositions à transfert de carte grise, parce que ça marche. Ça a de l'impact. Le volet administratif, c'est important parce que c'est vrai que dès lors qu'on est sur une installation illicite, sur un terrain, une commune, un EPCI qui respecte le schéma départemental, le préfet peut intervenir avec un arrêté de mise en demeure. Et donc l'intervention se fait beaucoup plus rapidement en général, pas plus rapidement que par la voie judiciaire. Donc c'est de ce point de vue-là que bon nombre de parlementaires, dans le cadre de leur proposition de loi, ont souhaité un renforcement du pouvoir de préfet. Et c'est prévu, la PPL en dispose. C'est un élément de réponse. L'élément de réponse, il est quand même aussi avant l'intervention, avant l'évacuation forcée, qui est la menace. C'est vrai que dès lors qu'un arrêté menaçant d'expulser est notifié, les gens du voyage, en général, commencent à bouger. Le médiateur, bien entendu, des discussions, dialogue permanent, passage à un médiateur, de la gendarmerie qui a un rôle extrêmement important, ou la police. Et ensuite, bien souvent, on n'a pas besoin d'exécuter l'arrêté et de faire intervenir les forces de sécurité. Mais c'est vrai qu'il faut un renforcement du pouvoir. Mais encore une fois, c'est un ensemble de mesures. Parce que la loi Besson, l'esprit, c'est de marcher sur deux jambes. C'est-à-dire faire en sorte que l'offre d'accueil soit plus forte, mieux réalisée, et à côté que le passage à l'acte, que l'intervention des évacuations se fasse dès lors qu'on est sur des installations illicites. Je vous ai donné le micro, Olivier Adam, parce que tout à l'heure, l'un de nos intervenants, ou deux intervenants, ont parlé des grands passages, ces grandes manifestations. Ça, c'est la quadrature du cercle pour vous. Alors, paradoxalement, c'est peut-être pas forcément les questions sur lesquelles nous sommes le plus ennuyés, parce que souvent, il y a un dialogue en amont entre les autorités, c'est-à-dire le préfet, les associations des gens du voyage qui organisent ces grands rassemblements, le département, la collectivité locale. Donc les choses, on arrive quand même à les construire. On est en difficulté lorsque, dans un département, il n'y a pas ces aires d'accueil de grands passages qui sont prévues, éventuellement aménagées. Après, c'est en conduite. Au niveau des services de police, bien évidemment, on renforce nos effectifs pour assurer la sécurité des environs et veiller à ce que les choses se passent bien. Et en général, je dois quand même témoigner, elles se passent bien. Le sujet, c'est comme vous le disiez tous, ce sont ces installations du quotidien dont le respect du schéma départemental d'accueil ne permet pas de se prémunir totalement. Mais néanmoins, je soutiens tout à fait ce que disait le préfet à l'oncle, c'est que à partir du moment où une commune respecte le schéma d'accueil des gens du voyage, il est beaucoup plus facile pour nous de passer dans une exécution forcée, qui est quand même beaucoup plus simple qu'une procédure juridictionnelle classique, qu'elle soit civile ou auprès du juge administratif en fonction, je veux dire, du statut du terrain. Mais néanmoins, ça nous permet de gagner énormément de temps et surtout de réduire le coût induit pour la commune qui est victime de cette installation illicite. Pour autant, avant de parler d'évolution des textes et puis du renforcement des pouvoirs du préfet ou des pouvoirs judiciaires, il faut qu'on soit, je vous l'ai dit tout à l'heure, certain de bien utiliser les textes qui sont déjà à notre disposition. C'est pour ça que ce sont des instructions, en tout cas que moi je déploie en permanence, c'est qu'à chaque installation illicite, il faut, qu'on constate le délit d'installation illicite, dans les meilleures conditions et en lien avec le parquet pour construire une procédure qui soit viable sur le plan d'exercice des poursuites, mais également constater toutes les autres infractions, y compris une kyrielle de contraventions auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui peuvent être relevées, que ce soit sur la circulation en dehors des voies réservées à la circulation, les infractions en matière d'environnement avec l'abandon de déchets, le vol d'énergie, le vol de fluides, mais avec cette difficulté qu'on a aussi parfois de récolter la plainte des victimes pour pouvoir déjà avoir la plainte, avoir le préjudice. Mais c'est des choses effectivement qui se construisent, là aussi en amont, en partenariat avec le parquet, en partenariat aussi avec Enedis, pour ne citer que, mais également les gens qui fournissent de l'eau. Donc tout ça, en fait, il faut déjà qu'on l'applique. Après, sur le renforcement des pouvoirs du préfet, nous, ce qu'on trouve intéressant, je veux dire, dans les travaux qui sont menés,
c'est déjà d'assurer une répression qui ait du sens des propriétaires des véhicules tracteurs quand il y a une installation illicite. Parce que ça, derrière, s'ils ne payent pas les contraventions, le véhicule peut être gagé, et donc on connaît toutes les conséquences. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est lorsque le préfet prend une mise en demeure de quitter les lieux, que cette mise en demeure pour les terrains pour lesquels elle a été prononcée soit valable plus longtemps. Parce que là, actuellement, si mes souvenirs sont bons, c'est 7 jours. Mais si ça pouvait être un peu plus longtemps, ne serait-ce par exemple 1 mois, ça pourrait éviter une réinstallation d'un autre groupe sur le même terrain. Parce que ça arrive parfois dans certaines zones industrielles, ou en tout cas dans les périphéries des villes. Et puis peut-être de réfléchir à des interdictions de paraître judiciaires, voire administratives, lorsque des troubles importants à l'ordre public ont été créés, pour pouvoir permettre à la fois l'autorité judiciaire d'empêcher une réinstallation d'un groupe ou de certains individus, ou au préfet, quand des troubles à l'ordre public ont été commis, de pouvoir contrer ou en tout cas de les gêner. C'est vraiment un travail au quotidien, je le rappelle, et comme j'ai dit tout à l'heure, qui doit à la fois se nourrir de pragmatisme. C'est pour ça que quand on fait ce travail avec les élus locaux, on est vraiment dans une logique très pragmatique et toujours sur des principes de réalité pour être efficace. Général Mirabeau, vous avez écouté également les différents intervenants. Vous êtes aussi un opérationnel. Que peut-on faire pour améliorer le dossier, améliorer les choses? On voit bien qu'il y a bien deux directions. Il y a la direction de politique de l'habitat, vous l'avez largement souligné, et le gendarme opérationnel que je suis, le voit bien, le sujet des terrains familiaux, on voit bien qu'il y a une évolution dans la communauté, et puis aussi le sujet de la rotation sur les aires d'accueil, qui là aussi est un moyen de rendre les choses plus fluides. S'agissant de l'action sur notre partie, l'action répressive, le commissaire Dimpre l'a largement développé, mais ce qui est important, c'est pour nous avoir des outils qui soient opérationnels, qui soient efficaces. Nous avons créé il y a quelques années, en 2021, l'amende forfaitaire délictuelle, qui était aussi un sujet d'échange, notamment avec les nombreux élus. Force est de constater que ça ne fonctionne pas, je le déplore comme vous, mais ça ne fonctionne pas parce que c'est trop complexe à mettre en œuvre. Et donc le gendarme sur le terrain, quelque chose qui est trop complexe à mettre en œuvre, ou parce qu'il y a des limites qui sont fixées, ne l'utilise pas. En revanche, les discussions sur contravention sur le stationnement illicite sur un terrain d'autrui, c'est directement opérationnel, me semble-t-il. On vise directement le véhicule en question. Et donc ça, c'est typiquement le genre d'outil simple, efficace. Et par ailleurs, il ne faut pas l'oublier, nous avons, côté État, tout un travail à faire complémentaire, mais ce n'est pas que sur le seul sujet des gens du voyage, sur la question du recouvrement, parce que finalement, l'autorité et la crédibilité de l'outil tient aussi à ce volet de recouvrement. Madame Bourget, j'allais vous donner la parole. Vous êtes restée avec nous, donc je vous laisse réagir et puis je vous poserai une question. Merci. Moi, j'ai une remarque. Là, ça doit faire à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, que l'on discute de la loi Besson et donc de l'accueil dans nos communes des gens du voyage. Et il n'y a pas de représentants des gens du voyage autour de cette table ronde. Donc voilà, moi, je pense que déjà, on a une vraie problématique de prendre en compte la parole des voyageurs et de faire avec eux. Je donne juste un petit exemple sur Rezé. Nous aussi, nous on est dans les clous, on respecte la loi et pourtant on a aussi des occupations illicites. Mais il y a différentes façons d'en sortir. Alors il y a le recours à la force publique, mais il y a aussi le fait de se concerter, de la médiation sociale aussi auprès des voyageurs. Et à l'heure actuelle, on a réussi à faire en sorte de conventionner sur des terrains qui ne sont pas utilisés à l'heure actuelle, avec des occupations transitoires, avec l'aide de la métropole aussi, puisque c'est une compétence métropolitaine. Donc voilà, il y a toute cette question-là de l'accompagnement. À partir du moment où on ne met pas les moyens dans l'accompagnement, on ne peut pas s'en sortir. Parce qu'il faut accompagner, il faut entendre, et il faut déjà travailler avec les gens du voyage. Cette deuxième séquence s'appelle « Quelle perspective pour la loi Besson ?» Qu'est-ce que vous aimeriez dire? Eh bien, il faut continuer à développer des terrains familiaux, on l'a dit. Il y a toute une question dont on n'a pas discuté non plus, c'est la question de l'économie. Quelle perspective aussi professionnelle? On parle de sédentariser les gens du voyage, autour de quels emplois? Nous, on a un GIE autour de la ferraille, donc voilà, ça fait partie des pistes. Mais pour autant, si on veut à un moment offrir la possibilité de se sédentariser, donc de changer de mode de vie, faudrait-il encore penser aussi la question de l'économie? Ce n'est pas forcément leur mode de vie. Il y en a qui veulent se sédentariser, d'autres qui veulent pouvoir bouger. Ils demandent juste à avoir un habitat, en fait. Donc, quand on parlait tout à l'heure d'habitat social, c'est tout à fait ça. Il faut penser le mode d'habiter, faire en sorte que la caravane soit reconnue
et travailler avec eux sur ces différents modes d'habitat. Et il y a quand même une question sur les aires de grand passage et les aires d'hospitalisation, puisque nous, dans la métropole nantaise, il y a cette question-là. Nous, à Rezé, c'est pour ça que c'est souvent sur le nord de la commune qu'ils s'installent, parce qu'il y a la question d'accès aux soins qui est très important, et on sait qu'ils viennent en famille. Donc cette question d'accès aux soins, elle est aussi très importante. Vous avez opiné du chef tout à l'heure, quand Mme Bourget parlait. Mais nous allons vous le donner. Et préparez-vous pour poser des questions. Monsieur, j'ai bien vu, vous êtes identifié. Et dès que monsieur Kamal a fini, il y a monsieur, madame peut-être. Oui, non. Très rapidement, sincèrement, sur l'emploi, effectivement, une fois qu'ils sont installés sur un terrain familial, beaucoup travaillent dans les espaces verts ou autres. Je n'ai pas relevé ce problème-là. Merci beaucoup. Donc, je vous donne le micro. C'est monsieur au dernier rang. Alors, si vous m'y autorisez, les questions sont brèves. Moi, je vais faire très bref. Je ne sais pas si je suis vraiment dans le thème, mais en tous les cas, les gens du voyage. Je vous en prie. Et pas le bilan, mais je suis directeur général des services d'une commune de 12 600 habitants dans le département de l'Eure, à la frontière avec l'Oise et le Val d'Oise. D'accord ? J'ai une aire d'accueil gérée par la communauté de communes, donc je ne la gère pas en tant que DGS. J'ai un terrain géré par un bailleur social dans lequel il y a 8 logements avec des gens du voyage qui sont sédentarisés. Mais on a au quotidien une problématique d'occupation illicite de terrain. Moi, je vais juste dire un mot qui est important, qui à peu près rejoint ce que disait Madame tout à l'heure, c'est le mot respect. C'est-à-dire le respect doit être dans les deux cas, à la fois de la part des gens du voyage, dans le respect des terrains communaux qu'ils occupent illicitement, voilà, ce qui nous oblige, nous, à faire un gros travail avec la gendarmerie, la préfecture, pour avoir les autorités. Enfin, c'est moi qui les gère, les arrêtés d'expulsion à la demande du maire. Donc j'ai un formulaire type maintenant qui est envoyé directement par mail, et j'appelle la directrice de cabinet, et c'est géré, j'appelle le lieutenant de gendarmerie parce qu'il faut un rapport administratif, etc. Enfin, tout le monde connaît ça, mais ça prend un peu de temps. La dernière fois, j'ai fait la demande à 17h, j'ai eu l'arrêté à 8h du matin le lendemain. C'est assez rapide, vous voyez, on peut être très rapide. Mais le respect, il est aussi de la part de la commune, c'est-à-dire que quand on les accueille, comme disait Madame, il faut qu'on puisse discuter avec eux, ce qui n'est pas toujours le cas. Parce qu'ils vous expliquent qu'ils sont résidents de la commune, mais qu'ils ne veulent pas vivre ailleurs que dans leur caravane, et qu'en gros, ils ont des droits, mais ça devient très conflictuel. Et je pense que c'est là aussi la problématique. Je suis d'accord avec Madame, il n'y a pas d'association de gens du voyage autour de la table aujourd'hui. Nous, on ne travaille pas avec, en tous les cas, moi, je n'ai jamais travaillé avec, ça fait plus de 10 ans que je suis DGS, ça fait plus de 10 ans que je gère les gens du voyage, et c'est très compliqué de travailler au coup par coup. Heureusement qu'on a le soutien de l'État, ça, il n'y a pas de souci, le soutien de la gendarmerie. Donc, c'est quoi le bilan? Je ne sais pas s'il y a un vrai bilan de la loi Besson, je ne la connais pas par cœur, mais en tous les cas, nous, au quotidien, c'est très, très compliqué à gérer. C'était juste un retour d'expérience. Mais merci pour votre témoignage, monsieur. On va vous donner un micro. Merci. Alors, je ne sais pas si je serai de bon ton, mais enfin, j'ai l'impression que je me suis un peu trompé de salle, personnellement. Nous, sur notre territoire, à côté de Genève, on a un territoire qui a beaucoup investi, qui a fait ses aires, et évidemment, comme le disait la parlementaire qui était là, eh bien, nous avons fait ce qu'il fallait pour répondre aux critères de la loi. Moi, je suis assez d'accord avec le principe... ouais, c'est parce que je suis pas de bon ton. Ça fonctionne très bien. Très bien. Je suis assez d'accord avec le principe que plusieurs caravanes correspondent évidemment à des droits sur la base d'une loi SRU, mais ce n'est pas vraiment le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est quand on se retrouve dans une situation où l'équité n'est pas des deux côtés. Voilà, tout simplement. Le vrai sujet, c'est quand on se retrouve avec un chef d'entreprise qui vous appelle à peu près toutes les 5 minutes et qu'il a son parking qui est complètement embolisé et que devant sa vitrine, devant la porte qui va s'ouvrir, on ne pourra pas marcher. Je vous passe les détails. Eh bien, ce sujet-là, je m'excuse, il n'est pas du tout un sujet de solidarité, c'est un sujet de respect. Et on le disait tout à l'heure, c'est bien beau de mettre des millions dans des aires et 100 000 € après qu'elles aient été détruites, mais à un moment donné, il faut qu'on trouve des moyens opérationnels d'accompagner les forces de l'ordre. On a eu des propositions avec nos parlementaires, et j'en ai une autre à vous faire, pour les parlementaires notamment, qui sont a priori, je ne crois pas là. C'est au moins d'avoir une mise en demeure qui soit donc unique pour l'ensemble du territoire intercommunal, dans lequel on aura transféré la compétence d'expulsion, ce qui est le cas chez nous. Et donc nous devons faire des mises en demeure perpétuelles, tous les 15 jours, parce qu'on respecte la loi évidemment. Et donc tous les 15 jours, on va soutenir nos commerçants
pour pouvoir donc prendre une mise en demeure pour chaque commune. Et nos communautés, elles passent d'une commune à l'autre en permanence. Voilà. Donc je suis navré, mais j'ai pas eu l'écoute. En tout cas, j'ai pas eu les retours que j'attendais de cette salle. Mais vous avez bien fait de le formuler. Vous l'avez gentiment formulé. Il n'y a aucun problème. Monsieur le préfet, il y a une piste dans cette proposition évoquée par monsieur? Non, il y a des choses, effectivement. Et pour qu'il y ait une évacuation administrative forcée, rapide, il faut que le territoire soit conforme au schéma grand 1. Si le territoire est conforme au schéma et si par exemple le président de l'EPCI a édicté un arrêté d'interdiction de stationnement sur tout le territoire, là il n'y a pas de problème, l'évacuation va se faire. Mais c'est un cas de figure qui est peut-être encore assez rare. C'est le premier point. Par contre, au quotidien, en dehors de tout schéma, dès lors qu'il y a infraction à la propriété, dès lors qu'il y a vol d'énergie, vol d'eau, etc., là, par la voie judiciaire, on peut aussi intervenir très rapidement. Hein. Et il y a une présence des forces de l'ordre qui peut être significative dès lors que le parquet suit. Parce que je pense que dans ces schémas-là, il faut, bien sûr, au départ, qu'il y ait une plainte. Et les plaintes ne sont pas toujours faciles à déposer, malheureusement. Parce qu'on peut reconnaître qu'il y a un climat d'insécurité, mais ça, c'est le propre. Donc, il faut qu'il y ait une plainte. Et dès qu'il y a plainte, s'il y a vraiment une impulsion préfet-procureur, mais il faut vraiment que le procureur de la République soit convaincu, qu'il soit au-dessus de sa pile. À ce moment-là, les choses peuvent se faire pour respecter le bon droit. Merci beaucoup, madame. Oui, bonjour. Je suis vice-présidente urbanisme foncier Gens du Voyage à Grand-Chambéry. Chambéry étant la ville de Louis Besson, je le rappelle. Donc je partage complètement l'enjeu d'accueil, d'inclusion, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus, bien sûr. Nous sommes conformes au schéma départemental. Nous avons une aire de grand passage, une aire d'accueil d'une 50aine de places où les gens du voyage peuvent rester 3 mois et pas 3 mois et 1 jour, qui est tenu, géré, règlement rigoureux, etc. Bon, tout va bien. Nous cofinançons avec d'autres EPCI un médiateur pour les grands passages. Nous cofinançons le centre social itinérant qui s'occupe, c'est une association qui s'occupe de scolarisation, inclusion, enfin des choses très intéressantes. Le sujet, et je partage complètement beaucoup de choses qui ont été dites, nous accueillons au niveau de Grand-Chambéry une centaine de ménages sédentarisés. Et là est, me semble-t-il, un des vrais sujets depuis la disparition du carnet de circulation, dont on peut comprendre aussi pourquoi il y avait des citoyens qui avaient un document supplémentaire, et ça je partage complètement, c'est le statut des gens du voyage sédentarisés. La majorité de ces gens du voyage sédentaires, chez nous, ils sont savoyards depuis 2 générations. Et ils ne voyagent plus du tout. Et là, nous venons de livrer, je pense aux collègues, nous venons de livrer une aire avec 4 habitats adaptés, des maisonnettes. Je n'ose même pas vous dire le coût, parce qu'on est à 1 million pour 4 maisonnettes. Et là, le sujet, c'est, nous sommes en zone tendue logement. Quelle équité par rapport à de nombreux jeunes ménages qui rêveraient, parce que là, je peux vous dire qu'en plus, le site est tout à fait charmant, qui rêveraient de pouvoir accéder, c'est un bailleur social, notre bailleur social qui a géré ça, qui rêverait de pouvoir accéder à cela, qui me disent mais moi, attendez, je vais mettre une caravane au milieu de mon jardin, je suis gens du voyage, comment puis-je y accéder? Et là, il faut que dans les évolutions de la loi Besson, qu'on règle ça, parce que là, il y a un problème d'équité par rapport aux citoyens. C'est un vrai sujet. Voilà une réponse, une question pour Dominique Rambourg. Je n'ai pas la réponse en elle-même, mais c'est un vrai sujet. Parce que dès l'instant où il n'y a pas une législation spéciale, évidemment, il y a forcément à appliquer le droit commun. C'est un vrai sujet, comme je n'ai pas non plus de réponse sur l'application de la loi zéro artificialisation nette. Donc c'est une véritable difficulté dans une situation de pénurie de logement. Merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Nous pensions que ce serait le cas. Et je vous remercie. On va essayer de donner la parole à tout le monde dans le temps qui nous est imparti. Merci. Denis Maillon, maire d'Iffignac. J'ai eu l'occasion de vivre cet été, le 10 juillet exactement, ville de 5000 habitants. En 48 heures, nous sommes passés à 10 000 parce que 5000 gens du voyage sont arrivés sur le terrain de l'hippodrome. Ça m'a permis de les rencontrer une fois de plus. J'ai une question, proposition. C'est celle de... Ma question, c'est le fait je trouve qu'il n'existe pas d'accompagnement à l'éducation, à l'information, à la compréhension, tant en direction des gens du voyage qu'en direction des élus que nous sommes
et qu'en direction des citoyens. Je m'explique très rapidement. En direction des gens du voyage, c'est toute la question, vous l'avez dit les uns et les autres, du respect du bien commun. Ils arrivent sur un territoire, ils arrivent dans un endroit, rien contre le fait de les accueillir, le respect du voisinage immédiat, c'est une vraie question. On arrive, ils repartent, tout le monde souffle et tout le monde est content. Ce n'est pas très normal comme type de réaction. L'alliance entre les gens du voyage et les voisins qui sont autour ne se fait, j'ai presque envie de dire, 9 fois sur 10, jamais. Ce n'est pas normal. Autre élément qui, pour moi, mérite, c'est la gestion des déchets. Comment un plan d'accompagnement, un plan d'éducation en direction des gens du voyage prend en compte la gestion des déchets. À l'heure d'aujourd'hui, on demande à tout citoyen de faire le tri, etc. On amène ces équipements sur les aires d'accueil, etc. C'est très compliqué qu'ils soient respectés. Le troisième point, il est très sensible, il est très naturel, c'est un peu cru, c'est la gestion des défécations. Je me permets de le dire. Quand il y a des gens qui arrivent sur des terrains, 1,5 km, 2 km, moi cet été, c'était dans un rayon de 2 km à la ronde qu'il y a eu des défécations partout. C'est inadmissible. Je comprends ces éléments-là, je me dis, mais comment en 2025 en France, nous n'avons pas des programmes efficaces, pertinents, vulgarisés auprès de toutes les communautés des gens du voyage pour faciliter leur acceptation sur les espaces où ils arrivent. Deuxième point, plan d'éducation aux élus que nous sommes. Monsieur le préfet, vous l'avez rappelé, la réglementation, elle est là, administratif, etc. Mais on a besoin d'autre chose dans la vie, nous. La vraie vie, on a besoin de comprendre ces gens-là. Comment nos élus des municipalités, du conseil municipal, sommes-nous éveillés durant notre mandat, une fois, 2 fois pendant le mandat, parce que la pédagogie, c'est la répétition, donc une fois pour moi, ça ne suffit pas. Comment 2 fois, nous pourrions avoir un programme qui nous soit présenté, intelligent, pertinent, pour que nous puissions mieux comprendre, mieux saisir la vie de ces personnes. Et enfin, le troisième, et je finis avec ça, même programme pour nos citoyens. Quand on se propose de mettre en place des aires d'accueil de famille, quand vous voyez le niveau de rejet, vous avez 200, 300 familles qui vous entourent et qui signent une pétition pour dire « on ne veut pas de ces gens ». Ça veut dire qu'on n'a rien fait en direction de ces personnes qui ont signé la pétition pour être en capacité de comprendre ce mode de vie et de les accepter. Et je trouve que c'est un plan, la loi Besson à l'époque ne prévoyait pas, la loi Besson date de 91, ça mériterait d'être actualisé sur ce domaine des gens du voyage, parce que ça fait déjà quelques dizaines d'années et les éléments ont changé. Et je me dis, comment ces programmes d'accompagnement et d'éducation, pas qu'en direction des gens du voyage, pour les élus que nous sommes et pour les citoyens, comment se fait-il que cela n'existe pas? Merci beaucoup. Bien, donc, il y a là beaucoup de questions en 3 points, résumées en 3 points. Cela tourne autour, monsieur le préfet, du respect mutuel. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à monsieur? Oui, non, je pense qu'effectivement, l'intervention de monsieur le maire est tout à fait pertinente. Je crois que c'est un ensemble. Il y a un code de bonne conduite à adopter. Il faut aussi savoir dialoguer avec ces communautés-là, et ce n'est pas spontané. Donc, un accompagnement, mais cela se fait dans un certain nombre de départements. Il y a des préfets qui fournissent des aides, et puis ils sont à disposition. Hein, vous avez les collaborateurs. Donc, ça doit se faire, mais c'est vrai que l'éducation... convaincre les gens du voyage de se comporter de façon propre est indispensable. Alors, on le fait avec difficulté, je parle sous le contrôle, il y avait le maire de Gien tout à l'heure, dans les grands rassemblements, c'est un problème qui est exponentiel, encore pire. Et là, à force de consignes et voire de verbalisation, bien entendu, on arrive à restreindre les phénomènes de pollution. Bien, alors, je ne veux pas vous spolier, monsieur. Alors, d'accord. Allez-y, puis je donne le micro à monsieur, comme ça. Non, mais allez-y, madame, allez-y. Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Anne-Catherine Lafarge. Je suis maire d'une commune d'un peu moins de 1500 habitants dans le Puy-de-Dôme. On en parlait tout à l'heure. Le Puy-de-Dôme est un des départements avec un fort taux de concentration de familles des gens du voyage. Et en particulier, sur notre communauté d'agglomération de Rion-Limagné-Volcan, un fort taux de familles en errance. J'ai entendu beaucoup parler depuis le début de cette réunion des forces de l'ordre, d'habitat,
mais pas beaucoup d'instruction des enfants. Et je pense qu'il y a un vrai sujet, vous le disiez, monsieur le maire, mon collègue, d'information, d'instruction des élus, des familles de gens du voyage, je suis tout à fait d'accord avec vous, et aussi des enfants, parce que c'est une population qui se développe énormément, et l'instruction des enfants est fondamentale. Et je ne dis pas l'éducation, je dis l'instruction. Et cette instruction-là, elle passe aussi par l'apprentissage de où est-ce qu'on met ses déchets, par l'apprentissage du fait qu'on peut aller aux toilettes. Et dans ma petite commune, j'accueille une famille de façon complètement illicite parce qu'elle est sur un territoire et une zone naturelle, mais je les garde parce qu'ils sont corrects, ils travaillent, les enfants sont scolarisés, et ils m'ont dit les yeux dans les yeux, et vous savez, Madame le maire, moi, j'ai pas pu apprendre à lire, mon enfant, il aime aller à l'école, c'est lui qui lit les documents pour moi, et je suis très heureux pour lui, et je ne veux surtout pas aller dans des concentrations où il y a beaucoup de gens du voyage, parce qu'il y a de l'alcoolisation, il y a de la violence, et je veux pas ça pour mes enfants. Je veux juste vous dire que je pense que de temps en temps, la répression, l'habitat, c'est pas forcément le premier prisme à prendre en compte pour gérer notre problématique à tous. Monsieur Rambourg, sur le témoignage de Madame et surtout les enfants. Alors les enfants, il y a eu une période difficile, c'est la période post-Covid, parce qu'il y a eu un repli. Depuis, ça reprend. Alors, de façon générale, il y a un accord pour que les enfants aillent à l'école primaire. Au collège, ça va déjà beaucoup moins bien. L'éducation nationale a fait un effort important et il y a désormais des CASNAV, c'est le nom de l'organisme qui, dans chaque département, est chargé de suivre l'éducation des gens du voyage. Et lorsque la scolarité est devenue obligatoire dès 3 ans, ça a tendu un peu la situation, mais aujourd'hui, ça repart plutôt dans le bon sens. Alors, il y a évidemment à faire beaucoup d'efforts et à faire en sorte que l'obligation scolaire elle soit suivie jusqu'au brevet. Et pour l'instant, au collège, on en est encore loin. Il y a des efforts à faire. Alors, cette approche globale, pardon, je vous ai coupé, cette approche globale, hein, c'est un peu celle de l'AMF qui souhaite qu'effectivement que ce dossier il soit traité avec toutes ses composantes. Monsieur. Oui, je vais parfaitement rebondir. Moi, je suis élu sur la commune de Taluyer, donc proche de la région lyonnaise. Je vais tout de suite rebondir sur les propos de Madame. Qu'est-ce qu'on fait de nos PLU? Actuellement, on nous parle de ZAN, de zones donc, où effectivement on doit éviter ces constructions, de zones agricoles protégées. Conséquence, nous avons pratiquement une dizaine de familles qui sont installées en toute illégalité, en contournant bien sûr les droits de préemption de la SAFER. Ils ont de très très bons conseils pour s'installer. Et du coup, on se trouve complètement... Je peux vous dire que les dégâts, il y a 2 ans de ça, c'était M. Dupond-Moretti, vous animiez également cette... Mais les dégâts, ils sont considérables. Quand vous avez des gens qui vont acheter un terrain à 500 € du mètre, qui à côté de ça vont trouver des gens qui s'installent n'importe où, en dehors de toute règle du PLU, alors je ne sais pas comment vous faites par rapport à votre PLU, ça nous met dans des positions intenables. Alors, il y a urgence effectivement de travailler sur une loi, notamment pour ceux qui veulent se sédentariser. On est tout à fait heureux parce que ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que certains achètent des maisons, ont peut-être les moyens, sédentarisent et ne posent aucune difficulté. On est tout heureux de les accueillir dans nos écoles. Mais alors, par contre, les autres, 8 ans de procédure avant que ça puisse passer au tribunal. Là aussi, on pourra en parler. Merci beaucoup, monsieur, pour votre témoignage. Monsieur Delebarre. Juste pour répondre à monsieur, c'est un problème effectivement très grave, ce qu'on appelle la cabanisation des zones agricoles et des zones naturelles. Il est certain qu'on travaille à l'AMF sur ce sujet et qu'une des propositions est de permettre à chaque maire de France de disposer, même s'il n'a pas la convention avec la SAFER, mais de la connaissance de toutes les mutations des terres agricoles et terres naturelles et de pouvoir prendre la décision, s'il souhaite, d'acquérir ou de faire acquérir, s'il n'en a pas les moyens, le terrain pour éviter... Alors, pour ce sujet comme pour d'autres, hein, mais il est certain qu'on en veut beaucoup à certains notaires ou à certains propriétaires qui n'hésitent pas à vendre à des prix un peu plus élevés que de la terre agricole, de la terre naturelle, qui vendent leurs terres. Ça passe sous les radars. Les notaires informent ou n'informent pas de l'inconstructibilité du terrain et on se retrouve avec effectivement des choses qui sont inadmissibles. Donc on travaille actuellement à améliorer les textes dans le code de l'urbanisme pour permettre à chaque maire de France d'avoir la main sur ce type de modification. Merci. Donc, monsieur, et puis ensuite, monsieur. Oui.
Je suis maire d'une petite ville de l'Ain, qui est le long de la Saône, et à une quarantaine de kilomètres au nord de Lyon. Et on se situe effectivement sur des itinéraires, et on est victime donc d'occupations récurrentes sur un terrain de 8 hectares qui était autrefois occupé par un camping, mais qui ne l'est plus, parce que le camping n'était absolument pas rentable. Donc on est confronté à ces occupations récurrentes. On a changé notre stratégie au cours du mandat. Dans la première partie du mandat, notre stratégie, c'était d'accepter et de faire signer donc un protocole pour organiser, si on peut se permettre de le dire ainsi, mais le général de Gaulle se le permettait, d'organiser la chienlit. Mais en réalité, cela ne résout rien et ne fait pas avancer la question de la mise en vigueur et la réalisation complète du schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Et je voudrais dire aussi que ces passages ne se limitent plus à 3 mois. On est dans le stress dès le mois de mars et ça continue jusqu'au mois d'octobre à peu près. Et je voudrais insister sur rejoindre, il y a la question du respect mutuel effectivement, mais il y a la question du respect de l'état de droit. Et ça, c'est une question tout à fait fondamentale et tout à fait fondamentale aussi pour les citoyens. Car les citoyens nous demandent, mais quand est-ce que vous allez faire respecter cela? Et vous nous embêtez, comme l'a dit le collègue, sur des règles du PLU. C'est essentiel. Le respect de l'état de droit. Et nous, le combat qu'on mène, c'est ça, le respect de l'état de droit. Et puis enfin, vous avez posé une question tout à l'heure. Qui sont les gens du voyage? Eh bien, il y a un livre qui s'intitule « Qui sont les gens du voyage ?» et qui a été écrit par William Hacker, qui est un juriste issu de la communauté, enfin, des gens du voyage. Et je conseille à chacun de le lire. Eh bien, merci pour cette précision. Monsieur, on va vous donner la parole. Vous serez peut-être le dernier à la prendre. D'ailleurs, non, ce sera monsieur alors. Last but not least, comme on dit. Je suis élu aussi en Savoie, mais c'est en ma qualité de DGS d'une commune du Genevois que je vais intervenir, puisque, comme les collègues derrière, on a subi sur ma commune un certain nombre d'occupations illicites cet été. Et j'abonde naturellement dans le sens de tout ce qui a été dit. En revanche, ce que j'ai souvent entendu dire de la part de mon maire, c'est que je me sens seul. C'est-à-dire qu'en clair, mon maire, passez-moi l'expression, se fait cartonner par les administrés, par tous les administrés, lors de ses permanences, à chaque déplacement. Elle se fait apostropher par les populations. Et donc là, j'en viens à un dispositif. La gendarmerie est là. Quelquefois, le procureur est là. Quelquefois, tous les services de l'État sont là. Mais en revanche, pour la communication, il n'y a que le maire. Il n'y a que le maire qui communique. Et ça, les administrés, ils ne comprennent pas. Le maire dit, moi, j'interviens, voilà ce que je fais, voilà ce que... Je fais signer des motions, j'interpelle les parlementaires, je fais ci, je fais ça, je fais respecter le schéma, je fais intervenir la police municipale. Je fais savoir, et c'est la seule à faire savoir. En clair, c'est la seule à être exposée à la vindicte. Et les services de gendarmerie, j'étais à leur côté à chaque occupation, ils sont là, mais ils ne font pas savoir. La sous-préfète, elle est quelquefois là, elle ne fait pas savoir. Le proc, j'en parle pas, qui est là pour accompagner les élus sur le terrain, et sur un terrain qui est gazeux, inflammable, quelquefois le terrain politique, parce que c'est ça la vérité. Pourquoi les maires sont-ils seuls ou se sentent-ils seuls? Je regarde s'il y a une réponse potentielle de quelqu'un, mais je crois que ce constat, cette question que vous avez posée, effectivement, beaucoup d'entre vous, vous la posez, elle est commune. Monsieur le préfet. Effectivement, c'est une situation qu'on constate et qui est bien regrettable. Ce qu'il faut savoir, c'est que les préfets et les services de l'État sont là pour aider et accompagner les maires quand ils sont dans ces difficultés-là. La circulaire que la députée évoquait du mois de juillet, qui met en œuvre certaines des mesures du groupe, indique clairement aux préfets de constituer avec l'ensemble des services de l'État et le procureur de la République une cellule qui sera à disposition des situations compliquées,
donc à disposition des maires pour les aider dans la résolution du conflit et de faire en sorte que les installations disparaissent. Donc il y a forcément des solutions, alors qui sont pragmatiques, qui sont parfois difficiles parce que c'est vrai que le maire est seul, mais encore une fois, les services de l'État, dans toutes leurs spécificités, sont présents et il ne faut vraiment pas hésiter à les solliciter. En tout cas, c'est l'instruction qui leur a été donnée encore récemment, en juillet. Merci beaucoup. Vous avez, je ne sais pas si c'est un honneur, mais de je ne sais vous pas, poser en la tous les cas, dernière oui. question. En tous les cas, c'est avec intérêt que je suis cette réunion. Et je vois bien que c'est en même temps assez équilibré et que ce n'est pas haro complètement sur les gens du voyage. Alors, je m'occupe des gens du voyage aussi depuis 35 ans. Et je commence à connaître. Et donc, du coup, effectivement, je suis tout à fait content de voir qu'il y en a qui dialoguent, qui travaillent et qui accompagnent les gens du voyage et aussi les élus. Je suis aussi élu d'une petite ville de 37 000 habitants. Et donc, voilà, je suis aussi confronté des fois aux occupations illicites. Mais comme je m'occupe aussi des gens du voyage depuis très longtemps et que je connais bien, j'ai aussi créé une structure, une association qui s'appelle AVA, Habitat et Nomadisme, à la fois avec des gens du voyage et des gens non du voyage, et dont l'objectif, c'est justement d'accompagner les élus sur les terrains où il y a de la sédentarisation et aussi sur les grands passages. Et donc, à la fois, on accompagne les élus en partenariat avec la préfecture, avec les forces de police, avec les communes, avec les conseils départementaux. On travaille sur plusieurs départements. D'ailleurs, on est assez demandé pour ça. Et par exemple, sur le département, donc moi je suis élu à la ville de Schiltigheim, mais sur le département par exemple du Bas-Rhin, on gère à peu près 5000 caravanes par année. Voilà. Et on a un médiateur qui fait ça et qui travaille très bien en partenariat avec les collectivités et toutes les semaines, on fait un compte-rendu de tous les mouvements et donc il y a une cohérence sur l'ensemble du territoire. Et ça, c'est un accompagnement qui fonctionne bien. Sur la sédentarisation aussi, c'est un sujet. Il faut savoir que la sédentarisation, c'est un principe de départ, c'est un échec. Si les gens du voyage se sédentarisent, c'est qu'ils ont raté leur vie. C'est ça le fond du problème. Et ils sont mal pour ça. Ils sont marginalisés par rapport aux autres, aux voyageurs. C'est-à-dire, la classe qui a réussi, ça reste les voyageurs. Et sortir de ce système-là, c'est qu'il y a des gens qui ont échoué. Et du coup, ils essayent de garder un contact avec le voyage. C'est pour ça, les terrains familiaux, c'est intéressant. Ils ne demandent pas des choses compliquées en réalité. On dépense des fois beaucoup d'argent parce qu'on veut rentrer dans nos schémas de construction de normes, alors que ce n'est pas forcément nécessaire. Avec eux, j'ai fait des quartiers entiers. On a construit un quartier entier de 15 maisons en autoconstruction. C'est possible. Ce n'est pas tout à fait dans les normes d'architecture, énergie, machin, etc. Mais ça correspond. Ils n'ont pas besoin de plus. C'est inutile de faire plus. Quand on voit que si on passe par un organisme HLM, on a aussi fait. Mais les normes, c'est ça. Et ils vont me mettre un radiateur électrique. Ils ne savent pas gérer le radiateur électrique. Ce n'est pas la peine. Et pareil, il faut réfléchir. On parle beaucoup des questions sanitaires, mais il faut savoir exactement où sont les sanitaires. Parce qu'il y a des tabous. Et si on ne les connaît pas, c'est très complexe de travailler avec ça. La première maison que j'ai construite avec eux, on a dit, bon, on va faire simple. On va commencer par un vide sanitaire. Pour vous expliquer la complexité des choses. Tout à coup, j'avais tous les hommes devant moi, ils me disaient, au bout d'une semaine, mais Patrick, ça ne va pas du tout. Le vide sanitaire, les esprits. Tu as oublié les esprits en dessous. Ce n'est pas possible. Vous voyez, la complexité, à quoi ça... Donc, les gens du voyage, c'est assez intéressant parce que ça renvoie sur plein de choses. Alors, on a dit, bon, d'accord, on va faire une dalle directement sur béton, sur le sol. Une semaine après, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, non, mais... Oui, mais les souris vont rentrer avec le polystyrène que tu veux nous mettre là. Je dis non, etc. Ce sera bien isolé, les souris ne vont pas rentrer. Enfin voilà, donc c'est des petits détails. Et de faire l'accompagnement avec eux, ça permet aussi de les comprendre et de voir comment ils fonctionnent. Et souvent, ça bloque sur des choses simples. Quand une aire d'accueil ne fonctionne pas bien, c'est que des fois, elle n'est pas bien installée, parce que ça ne correspond pas dans le fonctionnement. C'est des fois tout bête, des fois c'est pas grand-chose, mais de ne pas l'avoir fait avec des gens qui connaissent et des gens qui savent comment ils fonctionnent, on perd beaucoup d'argent et on ne réussit pas. Ce n'est pas des gens qui coûtent forcément cher, mais il faut les écouter et
c'est pas nouveau dans nos pays. Ils sont là depuis plus de 2000 ans, en général. Donc, ils ont une tradition, ils ont été acceptés. Pendant longtemps, c'est les papes qui les avaient garanti leur liberté, etc. Après la Deuxième Guerre, donc il faut savoir qu'ils ont fait partie aussi de la Shoah, hein, ils ont été discriminés, etc. Il y a eu 500 000 morts exécutés. Ensuite, après la guerre, on a eu les problèmes d'urbanisme. Donc tout a été réglementé et ils ont pu trouver leur place et ils ne savaient pas comment se sécuriser quelque part. Et c'est ça qui a un petit peu engendré tous ces problèmes d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre témoignage et ces explications précieuses. Monsieur Delebarre, la mission qui vous est confiée est de conclure ce forum. Oui, mais d'abord dire que on était un petit peu inquiets. Parler des gens du voyage, oula, c'est toujours un sujet, n'est-ce pas, y compris personnellement. Bon, moi, je suis maire depuis 20 ans, plus longtemps, mais je suis maire depuis 20 ans. Je connais comme tout le monde. J'ai une aire de grand passage dans ma ville et ça ne m'empêche pas d'avoir des envahissements. Simplement, bon, j'ai aussi des maires qui ont 80 stationnements illicites par an près de ma commune. Alors, je me mets à leur place et je me dis, dans une pipe, c'est pas triste. Ce qui m'a conduit, c'est vrai que je suis très, très impliqué. Je suis à la Commission nationale des gens du voyage, puis je travaille avec l'AMF sur une évolution de la loi. J'ai interpellé Madame la députée tout à l'heure et les sénateurs parce qu'on les sent partir vers des solutions qui sont intéressantes, mais qui ne sont pas complètes, qui ne sont pas équilibrées et qui ne permettent pas finalement d'aller au bout d'une amélioration qui permet à la fois, de manière équilibrée, d'arriver à être proche des attentes des gens du voyage pour qu'effectivement ils utilisent bien nos aires et ne les cassent pas, si possible, et par ailleurs de réprimer ceux qui doivent être réprimés, c'est normal. Donc ça, on est là-dessus, et pour le moment, les projets de loi, parce qu'il y en a eu un certain nombre, étaient quand même très axés sur la répression. Il y a eu 2 ou 3 interventions. Encore une fois, je suis quelquefois très en colère quand je suis moi-même envahi, bien sûr, mais par contre, je déteste absolument, c'est pour ça que je m'en occupe, passer la patate chaude à mon collègue d'à côté. Parce que c'est ce qui arrive. Le problème, c'est que quand les gendarmes et les policiers interviennent, ils savent très bien, la plupart du temps, on ne leur dit pas, vous pouvez les accompagner dans tel terrain, il est disponible, allez-y. Ça, c'est pas possible. Ça existe quelquefois. Il y a des départements où ça marche bien, où ils ont fait des terrains provisoires, des terrains d'attente. J'ai entendu tout à l'heure parler de terrains d'attente dans une des interventions. Et c'est très bien comme ça. Donc quand on a des solutions, avoir une vision générale du sujet, bien le connaître dans chaque intercommunalité, dans chaque commune, c'est important, mais d'avoir une vision départementale. On peut très bien, j'ai un terrain de grand passage, je suis quand même envahi, parce que dans mon intercommunalité et dans mon département, on a la moitié des terrains qui sont faits. Or, des voyageurs, ça voyage. Et les frontières entre les communes, ils ne connaissent pas. Et ils travaillent à l'échelle des départements. Et ce que je vous dis là, l'organisation des schémas à l'échelle départementale, elle est prévue par la loi. La coordination régionale devrait se faire. Puisqu'un voyageur, il va faire 100 km sans aucun problème dans la journée. Vous savez bien. Bon, donc il y a toute une partie extrêmement importante. Alors, j'ai pris quelques notes et je vais essayer de me reconcentrer sur ce que j'ai pris. Le travail qu'on fait actuellement avec l'AMF, je voudrais vous dire quand même où on en est. Oui, on travaille sur les bases pénales et réglementaires pour améliorer ce qui doit être les sanctions. Vous avez entendu déjà les pistes tout à l'heure. Également, le droit de l'urbanisme, les questions sur la cabanisation dans les zones agricoles, l'habitat dans les zones agricoles et les zones naturelles qui sont évidemment interdites. Donc il faut qu'on fasse évoluer le droit de l'urbanisme. Ensuite, monsieur, vous avez tout à fait raison d'expliquer qu'il faut former les élus, il faut former les fonctionnaires, les agents de l'État de droite et de gauche avec une base de connaissances. On manque, monsieur Buisson manquait terriblement d'une base documentaire solide sur la connaissance des gens du voyage, de leur mode de vie, de leur évolution. Ceci, intercommunalité par intercommunalité, département par département, consolidé au niveau d'une région et avoir une vision générale au niveau de l'État. C'est complètement indispensable. Aujourd'hui, on n'a pas tous les stationnements illicites parce que tous ne sont pas déclarés.
On ne les a pas, il n'y a pas des dépôts de plainte tout le temps, donc on ne sait pas ce que ça coûte. Ensuite, sur les terrains, alors là, pour les terrains, on sait ce qui n'est pas fait, puisqu'on a quand même des bilans sur les schémas, et on sait que, donc, allez, je vais résumer, il y a à peu près 50% du chemin qui reste à faire. Bon, une fois qu'on a dit ça, j'aime bien parler, quand on parle avec nos collègues, je suis à la Commission nationale, comme je vous le disais, mais aussi dans un réseau qui s'appelle le réseau Idéal. Je vous recommande de faire partie du groupe de travail Idéal des gens du voyage, parce que c'est des praticiens qui travaillent tous ensemble, élus et non élus, pour faire évoluer les choses. Eh bien, bien entendu qu'il y a des très bonnes pratiques en France. On a parlé de l'île-et-Vilaine, on peut parler de ce qui se passe chez vous, madame. Il y a bien d'autres endroits. On a parlé de certains départements, le Puy-de-Dôme, qui a eu un petit peu plus de mal à faire son schéma ces temps derniers, mais qui a une équipe super qui s'occupe de ça. Il faut un pilote dans l'avion. Dans chaque département et dans chaque interco, il faut un vrai pilote qui connaît bien le sujet, pas de l'à peu près, pas de la moitié, qui connaît bien son sujet, qui travaille, il sait travailler avec d'autres pour essayer de se consolider son savoir. Et au bout du compte, on arrive à des choses qui sont intéressantes. Il y a des très bonnes pratiques qui, à mon avis, devraient être dupliquées dans chaque département. Et on va essayer de vous donner des informations à tous et à tous à ce sujet, s'ils veulent bien partager le très bon travail qu'ils ont réalisé. Je parlais de l'île-et-Vilaine. Ils ont un observatoire pour chaque intercommunalité de quantitatif et qualitatif de la politique des gens du voyage. C'est remarquable. Vous pouvez le regarder, hein, il est dans Internet, ils viennent de sortir leur schéma. Et c'est public. Donc ça, c'est très important d'avoir une base documentaire commune, les bonnes pratiques. Et puis après, évidemment qu'on peut s'attaquer à réaliser alors la formation. Moi, je vais m'arrêter d'être maire, mais j'ai proposé, je ne sais pas si j'y arriverai, mais d'être formateur sur ce sujet dont personne ne veut. Hein. Vous savez, quand j'ai été nommé vice-président en charge de la politique gens du voyage à la métropole de Lille, je n'ai pas eu beaucoup de candidats pour s'occuper de ça. Hein. Franchement, j'ai été tranquille, je n'avais pas d'opposition. Bon, mais j'étais content de faire le boulot parce que je ne peux pas supporter, comme élu, de ne pas régler un problème comme celui-là qui concerne 500 000 personnes. On a tous les mêmes sujets à traiter. Il y a des gens qui savent faire. Il suffit de consolider d'une manière harmonieuse et organisée les bonnes pratiques. Alors, faut-il changer la loi ? Sans doute qu'il y a des choses à faire au niveau de la loi. Moi, je pense qu'en tous les cas que... je vais ajouter un mot sur les schémas départementaux bien foutus. Je rappelle que c'est à la fois faire des terrains. Il y a un volet depuis un certain nombre d'années qui s'appelle le volet socio-éducatif. On a évoqué des choses fondamentales. Si on ne fait pas un très bon travail avec le département sur et l'éducation nationale, qui maintenant s'en occupe vraiment beaucoup plus, sur le socio-éducatif, on rate une grosse marge. Hein. Donc ça, c'est dans les schémas départementaux. C'est notre devoir d'élus de s'occuper de ça. Alors, je voudrais revenir sur les terrains. Il est certain qu'il nous manque, on l'a vu, des terrains familiaux locatifs. Je vais plus épiloguer, on en a beaucoup parlé, c'est bien. Je pense, moi, personnellement, qu'il faut faire des terrains de petits passages, très, très simples. Et des terrains on a des terrains de grand passage, c'est plutôt bien géré. Il en manque la moitié, mais c'est plutôt bien géré avec l'État. Bon, très bien. Ensuite, comme il en manque la moitié, il y a forcément des grands envahissements. Les terrains de petits passages, pour moi, ça peut régler une partie de la question des groupes familiaux qui tournent pendant tout l'hiver, qui tournent pendant les mois de octobre au mois de mai. Des terrains très très simples pour pouvoir décompresser, de mettre moins de pression sur cette itinérance. Ça serait très bien, c'est pas cher, il faut les trouver, il faut être d'accord pour les identifier et encore une fois les mettre en place. Je porte aussi l'idée, nous portons ensemble avec quelques-uns l'idée de faire des terrains provisoires en attendant que les schémas sont en cours. La loi prévoit qu'on puisse avoir une prorogation. Non, on est censé faire les terrains prévus au début d'un schéma, de les faire dans les 2 ans. La loi prévoit, dans sa grande sagesse, qu'on puisse proroger pendant 2 ans supplémentaires. On est en train de dire que ce n'est pas assez. Et c'est vrai que ce n'est pas assez. C'est comme le logement, c'est très long de faire du logement. Moi, je pense qu'il faudrait faire des terrains provisoires, c'est-à-dire s'arranger avec l'été les chambres d'agriculture pour essayer de trouver des jachères qui permettent, comme ça se fait dans certains départements, d'avoir des terrains provisoires de délestage.
voyez, il y a plein de mesures qu'on peut prendre. Et en tous les cas, on est à votre disposition à l'AMF pour bosser là-dessus. Si vous avez des idées, faites remonter les mails. Hein. On n'a pas la science infuse. Ce que je vous dis là, hein, c'est des informations qu'on est allé chercher de droite et de gauche. Et encore une fois, ça peut être nourri. Et on a bien l'intention d'insister auprès des députés et sénateurs pour qu'il n'y ait pas une loi qui sorte avec uniquement des mesures répressives. Parce que ça n'a pas de sens, quoi. Voilà. Merci. Merci à vous, monsieur le coprésident. Merci, mesdames et messieurs, de votre participation. Merci de vos questions. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi.